c'est une démarche en fait qu'on a portée avec le précédent programme Leader et qui est plus pour moi justement un exemple de Leader comme outil d'animation et d'innovation et de cohésion sur un territoire plutôt que comme outil financier. Parce que c'est effectivement une démarche qui, au final, a mobilisé très peu de crédits leaders en tant que tel. Donc notre territoire, très rapidement, le Pays Beaunois, donc, est situé sur le sud de la Côte d'Or. Il regroupe 139 communes, un peu plus de 90 000 habitants, et il est structuré en 4 intercommunalités. La communauté d'agglomération de Beaune et 3 communautés de communes plus rurales et de taille plus petite. Donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, on lui a donné un nom, ça s'appelle le goût d'ici. Et voilà, c'est une démarche qui est arrivée sur le territoire petit à petit, qui n'est pas arrivée d'un coup, mais qui a fait l'objet finalement d'une mobilisation sur plusieurs années au niveau de notre pays. Donc notre pays, il a été créé en 2003, selon le même principe que vous devez tous avoir sur vos territoires, c'est-à-dire à la fois associer la société civile, les collectivités, les élus, pour élaborer une stratégie et pour traduire cette stratégie dans des dispositifs contractuels, notamment avec l'État et la région, puisque la région Bourgogne a soutenu les démarches pays depuis plus de 15 ans maintenant sur nos territoires. Depuis le début, dans ces démarches de pays, on a essayé de mobiliser au maximum la profession agricole, parce que c'est une dynamique, un secteur économique qui est important sur notre territoire, du fait notamment de la production viticole, vous vous en doutez. On est quand même un territoire où l'emploi agricole pèse pour plus de 11% des actifs. Donc si vous connaissez un petit peu les moyennes nationales, on est très au-dessus de ces moyennes, on est à plus du double de ces moyennes-là. C'est vrai que c'est l'activité viticole qui porte ça, mais pas que. On a un territoire qui, vous le verrez plus tard, a un certain nombre de productions agricoles très variées avec des valorisations assez importante. Donc le poids de la profession agricole, on l'a retrouvé dans nos instances de pilotage. On a toujours essayé, que ce soit dans nos groupes de travail, dans notre conseil de développement, etc., d'avoir des représentants de la profession qui faisaient remonter des besoins, des attentes. Et c'est vrai que finalement, les outils qu'on avait, que ce soit notre contrat avec l'État ou avec la région, étaient bien souvent inadaptés à ces besoins qui remontaient de la profession agricole. On avait des outils contractuels qui, il faut bien le dire, étaient quand même plutôt faits pour les collectivités locales que pour des maîtrises d'ouvrage privées. Et c'est vrai qu'en 2008, la suppression des zonages sur les territoires leaders a été une opportunité vraiment très importante pour nous, parce qu'on était un territoire trop riche jusque-là pour prétendre à être candidat à ces fonds-là. Et en 2008, on s'est dit, ça y est, c'est ouvert, on y va, on se lance. Donc on a effectivement travaillé une candidature qu'on a voulu, comme c'était notre premier programme, qu'on a quand même voulu inscrire dans le cadre national. C'est-à-dire qu'il nous semblait qu'une candidature leader sur notre territoire, compte tenu de la place de l'agriculture, devait avoir comme point de départ l'agriculture sur le territoire. Ça, c'était le point de départ. On a travaillé ça évidemment sous une approche multisectorielle, sous une approche transversale. Mais il y avait quand même eu ce choix dès le départ d'avoir un programme qui soit construit autour de cette spécificité agricole du territoire. On a donc, comme tout le monde, organisé des groupes de travail, des rencontres individuelles avec des gens qui étaient soit représentants institutionnels, les chambres, les syndicats viticoles, etc., soit qui avaient un petit peu ce rôle un peu de moteur sur le territoire, de représentants d'un collectif. Et puis on a construit une stratégie transversale, donc autour de la valorisation et des patrimoines et des savoir-faire sur notre territoire, avec un double objectif qui était à la fois de construire du développement économique et en même temps de faire en sorte que les habitants de notre territoire s'approprient mieux ce territoire, ses caractéristiques, ses qualités et vivent mieux sur le territoire. Donc c'était une approche globale et transversale qui, si on regarde... si on reprend une entrée thématique, parce qu'on peut aussi avoir une entrée thématique, on avait un programme autour de 3 axes. Un premier axe qui était plutôt agricole, un deuxième axe qui était plutôt patrimonial et un troisième axe qui était plutôt touristique. En réalité, dans chacune des possibilités d'action qu'on avait, on faisait du transversal sur ces 3 thématiques-là.
Donc, je vous le disais, on a un territoire avec une activité agricole qui est très présente. Dans notre candidature leader, on avait ce souhait de pouvoir accompagner la mise en place de circuits courts. Ça constituait pour nous une réelle opportunité, à la fois pour la profession, mais aussi pour les habitants, de pouvoir consommer finalement localement ce qui était produit localement. C'était le message qui était porté par un de nos représentants agricoles et qui a été un peu on va dire le socle de base de notre démarche. Donc on a effectivement un territoire avec des secteurs bocagers en élevage bovin allaitant, de la production de petits fruits rouges. Voilà, vous connaissez tous le cassis de Bourgogne, mais chez nous aussi il y a le cassis de Bourgogne. Un petit peu d'élevage laitier, les petites bulles vertes. Je ne sais pas si mon schéma est très visible avec les couleurs, mais les petites bulles vertes de l'élevage laitier réparties un petit peu sur tout le territoire. Et puis sur la partie est, des secteurs grandes cultures, céréales et légumes de plein champ, maraîchage. Voilà. Donc il nous semblait qu'on avait un potentiel très varié de production qui pouvait être valorisé. En même temps, je vous le disais, on a un territoire qui est quand même très touristique. On a sur notre territoire près de 160 restaurants et un peu plus de 90 hôtels. On est le deuxième pôle hôtelier de Bourgogne derrière Dijon. On a sur le territoire les Hospices de Beaune qui est le premier site payant visité en Bourgogne. Donc on a un territoire où l'activité touristique, elle aussi, pèse très très fort et dans l'emploi et dans l'économie. Et en même temps, on avait ce bassin d'habitants de 90 000 habitants, avec une trentaine de structures de restauration collective et qui servent à peu près 9 000 repas par jour. Donc on avait à la fois le potentiel de production et le potentiel de consommation qui nous semblait qu'on pouvait combiner pour essayer d'avoir une démarche locale. On a donc travaillé ce projet-là avec la profession agricole et assez rapidement s'est posé la question avec les agriculteurs de savoir si on devait plutôt aider des projets individuels sur de la diversification, sur de la transformation, sur de la vente directe à la ferme, ou si on devait travailler sur une approche collective. Bon, et là, les représentants agricoles n'étaient pas forcément d'accord. Donc, plutôt que de choisir, on a décidé de faire les deux. Voilà. Donc on a effectivement mis en place des outils techniques et financiers pour des porteurs de projets en vente directe. Et puis en même temps, on a décidé de mettre en place une démarche autour des circuits courts, avec donc le pays qui a joué le rôle de l'animateur, du catalyseur, pour essayer de mettre en place une démarche collective. On a commencé par réaliser en interne un diagnostic donc, des débouchés potentiels de ces productions agricoles, en allant voir un petit peu tous les circuits. Et puis finalement, ce qui est ressorti, c'est le choix de travailler sur la viande bovine, qui paraissait pas forcément le plus facile au départ, parce que quand on vend des vaches, il faut la vendre tout en entier. Les salades, c'est quand même plus facile. Mais c'est ce qui paraissait être le plus attendu par les débouchés locaux. Donc je vous ai remis un petit schéma qui présente un petit peu l'organisation de notre démarche. On a donc identifié des demandes. On a travaillé aussi avec un petit groupe d'étudiants d'AgroSup Dijon pour travailler sur le potentiel de production, parce qu'il fallait aussi qu'on vérifie qu'on avait des éleveurs qui étaient en capacité de fournir des vaches et de faire de l'engraissement, etc. Donc on a combiné ça donc avec un travail des étudiants. On avait la chance d'avoir sur le territoire un abattoir, des grossistes, je vous le disais, de la grande distribution, des restaurateurs, de la boucherie traditionnelle, mais qu'on n'a pas réussi à mettre dans la boucle de notre programme, et puis des consommateurs finaux. L'objectif de notre démarche, je me dépêche, je vois que Denis me dit que je parle trop, c'était comme point de départ d'essayer de faire en sorte que nos agriculteurs puissent valoriser localement leurs animaux, mais surtout qu'ils arrivent à dégager plus d'argent en vendant ces animaux. Donc, on a fait un travail pour négocier avec l'ensemble de ces débouchés une sorte de contrat moral où chacun s'engageait du côté des éleveurs sur un niveau de qualité de viande qui était fourni et du côté des acheteurs donc finaux, grande distribution, restaurateurs, etc., sur un prix d'achat revalorisé par rapport au cours moyen que pouvaient avoir les éleveurs en temps normal. On est parti sur le principe de négocier un petit volume acheté, mais plus cher. Et on a fait le pari que, comme tout le monde serait content, les volumes augmenteraient. Voilà. Donc on a négocié effectivement un prix d'achat qui était de 25% supérieur au cours moyen qui est pratiqué par les collectifs, on va dire. En faisant ce travail-là, ce qu'on a fait finalement, c'est
qu'on a remis du lien entre les différents acteurs de la filière viande qui ne se connaissaient pas. On s'est rendu compte que finalement, nos éleveurs, ils n'allaient jamais à l'abattoir. Voilà. Finalement, la centrale passait chercher les bêtes et puis après les animaux, ils ne savaient pas où ils partaient. Qu'ils ne se connaissaient pas avec la grande distribution, ils ne se connaissaient même pas avec les restaurateurs. Que finalement, ils ne savaient même pas quelle était la qualité du produit fini, en dehors de ceux qui faisaient de la vente directe. Mais finalement, eux, ils vendaient leurs animaux sur pied, mais ils ne revoyaient jamais la qualité de la viande dans les assiettes. Donc ce travail-là, au-delà du fait d'avoir apporté un peu plus de rémunération, il a permis de créer du lien entre tout le monde et puis aussi finalement que les éleveurs se soucient du résultat final de leur travail, de leur métier qui est de produire des animaux. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu vite. Aujourd'hui, le Goût d'ici en 2016, donc c'est une vingtaine d'éleveurs engagés. Alors ça paraît pas beaucoup, ça fait 25% à peu près des éleveurs qui sont sur notre territoire. Et sur ces 100%, on va dire, tous ne font pas de l'engraissement. Donc une vingtaine d'éleveurs engagés. Aujourd'hui, on arrive à l'objectif que nous, pays, on s'était fixé, c'est-à-dire une centaine de bêtes valorisées dans le cadre de cette démarche-là. Les éleveurs espèrent passer à 200 bêtes assez rapidement pour que, voilà, pour chaque exploitation qui est engagée là-dedans, il y ait une vraie plus-value économique. On a donc une structure associative qui est là pour animer la démarche et une structure SAS pour la commercialisation. On commercialise aujourd'hui sur un périmètre vraiment local, 50 km autour de Beaune, on n'est pas allé chercher très très loin. Et puis on a un groupe d'éleveurs qui a plein de projets encore, donc on espère qu'on va continuer à les accompagner. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est qu'avec ce projet-là, qui était avec une entrée économique, ce qu'on a fait, c'est pas seulement vendre de la viande. On a remis donc les éleveurs et la question de l'élevage au cœur de la vie des habitants. On a donc travaillé sur des outils de com qui étaient nécessaires pour faire connaître la démarche au grand public. On a travaillé sur des animations dans les grandes surfaces. Les gens, maintenant, quand ils vont acheter la viande, savent de quel élevage elle vient. On a travaillé aussi sur des événementiels grand public, notamment la foire gastronomique de Dijon, où on est présent depuis maintenant 5 ans pour expliquer notre démarche. On intervient dans les cantines scolaires avec les éleveurs qui viennent discuter avec les enfants, avec les responsables de cantine. On organise des visites d'exploitation, notamment avec les grossistes, avec les restaurateurs qui viennent remettre le nez un petit peu dans les exploitations agricoles et voir comment nos éleveurs travaillent. On organise chaque année un repas en plein centre de Beaune pour les habitants, mais finalement, quand on y va, on se rend compte qu'on a aussi des touristes qui viennent et qui sont ravis de manger un steak avec des pommes de terre du Val-de-Saône. Donc voilà. Et puis, on a travaillé avec nos éleveurs sur des formations, sur l'analyse de leurs coûts de production, sur des formations à l'accueil à la ferme. Donc, on a essayé de créer un groupe aussi qui va au-delà de simplement vendre de la viande. On a organisé des visites de ferme pendant 2 étés. Alors là, nous, on a arrêté parce que ça nous demandait à nous trop de temps et puis à eux aussi. Mais on l'a fait pendant 2 ans. Et puis, on a créé un produit touristique pour les familles, une sorte de petite enquête pour les familles autour de la production allaitante sur le territoire pour que les gens puissent aussi venir comprendre un peu mieux l'élevage. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que ce projet-là, il ne serait jamais arrivé sans Leader, parce qu'avec Leader, on a eu non pas de l'argent, mais du temps. On a eu du temps d'ingénierie. On a eu une chargée de mission qui a travaillé sur ce projet-là, qui a comptabilisé plus de 130 jours de travail sur ce projet-là. On a eu une démarche, parce qu'elle était portée par le territoire et les élus du territoire, qui était neutre. Le portage politique nous a beaucoup aidé là-dedans pour faire nouer des relations commerciales entre les distributeurs et les éleveurs. C'est parce qu'on venait avec une caution collective et politique. Et puis, on a eu un outil financier qui était adapté, on va dire, puisqu'il nous a permis de financer de la com sur un projet local qu'on n'aurait peut-être pas réussi à financer autrement. Je crois que j'avais une dernière diapo. Pour nous, cette démarche, pour le pays, qu'est-ce qu'on y a gagné, nous, pays, en tant que structure, justement on y a gagné de la légitimité, beaucoup, de la légitimité localement, parce que on a une certaine reconnaissance, une certaine même fierté, j'ai envie de dire, d'avoir réussi à porter ce projet-là et que ce projet-là, il perdure. De la légitimité régionale aussi. Je suis venue vous parler aujourd'hui, puisque finalement, c'est une démarche qui intéresse. On y a gagné un vrai lieu d'échange, le fait que le territoire est devenu un vrai lieu d'échange entre la profession agricole et les élus, que
le territoire souhaite continuer à travailler sur les démarches de circuits de proximité, diversification, etc. Qu'on a porté encore ce projet-là dans le cadre de notre nouveau projet Leader. Même si c'est ce que je disais, c'est ce que je dis à la fin de mon propos, même si cette envie de continuer à travailler là-dessus a été un petit peu passée par le filtre des attentes de notre autorité de gestion et qu'il n'en reste pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. En tout cas, on continue à essayer de porter cette dynamique. Merci pour cette... C'est une présentation qui donne quand même envie de encore faire un peu de leader, ça vaut le coup. Donc il nous reste une petite dizaine de minutes, on va essayer de pas trop déborder sur midi et demi pour donc voilà, questions sur cette séquence. Moi j'aurais une question sur la place des chambres d'agriculture et des syndicats agricoles dans le projet. Alors il y a eu un petit moment de flottement au départ, même si moi personnellement j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait du lien entre le pays et les chambres consulaires, et notamment la chambre d'agriculture. Et avant d'engager cette démarche, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller rencontrer les représentants agricoles et le directeur de la chambre en leur disant, voilà, nous sur le territoire, on a des agriculteurs qui ont envie de travailler là-dessus, on est prêt à y aller, qu'est-ce qu'on fait ? Bon. À l'époque, on avait deux hypothèses. C'était on travaille sur la viande, on travaille sur les légumes. La chambre avait commencé à engager une démarche sur les légumes, et puis pour être très honnête, sur la viande, ils n'y croyaient pas trop. Parce que comme je vous le disais, pour vendre une vache, il faut la vendre tout en entier. Donc assez rapidement, on a convenu qu'eux feraient les légumes et nous, on ferait la viande. Voilà. Bon, nous, on est allés au bout, eux, ils ont abandonné. Mais Non, mais nous... Voilà. Après, il y a un moment donné, moi, je sais que j'avais eu des discussions avec... un ancien directeur de chambre qui avait un problème avec les territoires parce qu'il ne voulait pas que les territoires deviennent des mini-chambres d'agriculture. Voilà, c'était un peu la crainte de dire sur le territoire, vous allez vouloir faire de la politique agricole, c'est notre job. Je pense qu'il faut être intelligent, il faut travailler ensemble. Enfin, je sais que nous, sur la partie circuit court, plutôt projet individuel notamment, notre chargé de mission leader allait systématiquement rencontrer les porteurs de projets avec la technicienne de la chambre. Donc quand vous y allez ensemble, ben voilà, le lien il est maintenu et on discute des projets ensemble et voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, faut bien ouvrir la porte pour montrer qu'il n'y a pas de concurrence.